En 1993, la liste de Schindler remporta 7 Oscars et fixa une image mondiale. Un industriel allemand sauvant plus de 1000 juifs de l'extermination. Mais le film omit des données essentielles. Oskar Schindler avait 31 ans lorsqu'il commença à espionner pour l'Abwehr en 1936. En 1938, il fut arrêté par les autorités tchécoslovaques pour espionnage, un crime puni de la peine de mort. Il fut libéré seulement après les accords de Munich. En février 1939, il adhéra au parti nazi, quelques semaines avant l'invasion de la Pologne. À Cracovie, il dirigea une usine confisquée à des propriétaires juifs. Pendant 2 ans, il utilisa du travail esclave, payant les salaires directement au SSS. Entre 1942 et 1945, il dépensa environ 2,6 millions de Reichsmark en pots de vin. La liste qui sauva environ 1100 personnes fut dactylographiée par le prisonnier juif Mitek Pemper avec Itzhak Stern et Abraham Bankier. Ce documentaire expose la véritable histoire de la liste de Schindler. L'espion nazi, les années sombres de Schindler avant la guerre. Oskar Schindler naquit le 28 avril 1908 à Zwickau, une petite ville industrielle de Moravie, alors partie de l'Empire austro-hongrois. Il appartenait à la minorité allemande de la région, les Allemands des Sudètes, qui cohabitaient avec les Tchèques et une communauté juive visible dans le commerce et les professions libérales. Lorsque l'Empire se désintégra après 1918 et que la Tchécoslovaquie naquit, cette population allemande se retrouva du jour au lendemain minoritaire dans un nouvel État qu'elle n'avait pas choisi. La citoyenneté tchécoslovaque fut imposée par la loi, et beaucoup d'Allemands locaux, dont la famille Schindler, continuèrent à se sentir culturellement allemands, regardant davantage vers Vienne ou Berlin que vers Prague. Zwickau était un nœud ferroviaire avec des usines de machines, de bois et de textiles. L'allemand se parlait à la maison et dans une grande partie des écoles, tandis que le tchèque gagnait en présence dans l'administration et la vie publique. Dans ce climat, l'identité allemande se vivait comme quelque chose de quotidien, mais aussi comme un point de friction. Drapeaux, associations culturelles et presse en allemand coexistaient avec un État qui promouvait son propre récit national. La tension n'était pas encore une guerre ouverte, mais elle marquait l'ambiance dans laquelle Oskar grandit, avec des journaux parlant d'injustice contre la minorité allemande et des rumeurs selon lesquelles le nouveau pays ne respectait pas suffisamment leurs droits. Sur le plan familial, l'enfance de Schindler fut marquée par un foyer instable. Son père, Johann Hans Schindler, était propriétaire d'une entreprise de machines agricoles qui leur permettait de vivre avec un certain confort, mais il était connu pour son penchant pour l'alcool et ses infidélités. Sa mère, Franziska Fanny, était une figure plus réservée et dévote qui tentait de maintenir un certain ordre dans la maison. Oskar eut une sœur cadette, Elfriede, née en 1915. Avec le temps, la relation du couple se détériora. Hans abandonna la famille en 1935 et Franziska mourut peu après d'une longue maladie, un dénouement qui laissa Oskar sans son principal soutien émotionnel, au moment où sa vie adulte entrait dans une phase plus turbulente. À l'école, Schindler ne se distingua pas par sa discipline. Il fréquenta l'école primaire et secondaire à Zwickau, puis entra dans une école technique, dont il fut expulsé en 1924 pour avoir falsifié ses notes. Plus tard, il obtint son diplôme, mais ne compléta pas les examens qui lui auraient permis d'aller à l'université. Au lieu de poursuivre des études supérieures, il suivit des cours courts à Brno, liés à des métiers pratiques comme la conduite et la manipulation de machines, et travailla un temps dans l'entreprise de son père. Il semblait être un jeune homme avec des aptitudes techniques, mais sans discipline soutenue ni projet clair. Dès son plus jeune âge, il fut attiré par la vitesse, les motocyclettes et la vie sociale agitée. Il acheta une moto de course Moto Guzzi de 250 cm3 et participa à des compétitions locales, tout en fréquentant des bars et des réunions où l'alcool coulait facilement. Cette combinaison d'attrait pour l'adrénaline, goût pour la boisson et faible stabilité professionnelle devint un schéma répété. Petits emplois, entreprises qui ne prospérèrent pas, dettes qui s'accumulaient et nuits d'excès. Des décennies plus tard, documents et témoignages le décriraient comme un homme avec un problème évident d'alcoolisme déjà avant la guerre, quelque chose qu'il reconnut lui-même en justifiant pourquoi il accepta de travailler pour l'espionnage allemand.
J'avais besoin d'argent dans un contexte de dette et de vie désordonnée. Ses premières tentatives professionnelles en dehors de l'entreprise familiale furent peu fructueuses. Il passa des ventes à la représentation commerciale et à de petits projets entrepreneuriaux, sans parvenir à consolider une activité stable. La crise économique qui frappa l'Europe dans les années 30 aggrava la situation. Le chômage augmenta, le crédit devint difficile et beaucoup de jeunes sans qualification académique solide, comme Schindler, virent leurs opportunités se réduire. Dans cet environnement, les frontières entre activités légales et illégales s'estompèrent pour certains. La contrebande, le marché noir et les travaux de légalité douteuse apparaissaient comme des issues possibles. Le contexte socio-économique n'explique pas à lui seul les décisions individuelles, mais il aide à comprendre pourquoi certaines offres, qui auparavant auraient semblé inacceptables, commencèrent à paraître attrayantes. Au milieu de cette incertitude, sa vie personnelle prit une direction plus définie. Le 6 mars 1928, il épousa Emily Pelzl, fille d'un prospère agriculteur allemand d'Altmolten, également en Moravie. Ils s'étaient rencontrés lorsque Oscar visita la ferme des Pelzl comme vendeur de moteurs électriques. Après des fiançailles brèves, d'à peine 6 semaines selon plusieurs sources, ils se marièrent dans une auberge à la périphérie de Świętów. Émilie apportait au mariage une base plus solide, une famille avec des ressources, des habitudes rurales sobres et une attitude de travail constante. Cependant, dès le début, elle dut s'adapter à l'instabilité de son mari, à ses absences, à ses affaires improvisées et à ses fréquentes ivresses. Les premières années de mariage se déroulèrent en grande partie chez les parents d'Oscar, ce qui augmenta les tensions. Émilie se rappellerait plus tard les avertissements de son propre père, qui connaissait la réputation de Schindler comme coureur de jupons. Malgré cela, elle resta à ses côtés, assumant un rôle de soutien discret, organisant la vie domestique et, avec le temps, participant même à certaines des activités de contre-information dans lesquelles il s'impliquerait. Cette loyauté précoce constituerait un précédent important de son rôle pendant la guerre, bien qu'à cette étape, il n'existât encore aucun indice de la liste qui les rendrait célèbres. Pendant ce temps, le contexte politique des Sudètes devenait de plus en plus radical. La crise de 1929, l'ascension de Hitler en Allemagne et le sentiment de grief parmi de nombreux Allemands de Tchécoslovaquie créèrent un terreau parfait pour les partis nationalistes. Le Sudeten-German Party, dirigé par Konrad Henlein, défendait davantage d'autonomie pour les régions à majorité allemande et, progressivement, s'aligna sur l'agenda du Troisième Reich. Dénonciation du traitement injuste de la minorité allemande, propagande sur la nécessité d'unifier tous les Allemands dans un seul État et un discours de plus en plus agressif contre Prague. Schindler, qui jusque-là avait montré peu d'intérêt réel pour la politique, commença à se sentir attiré par cet environnement. La combinaison de ressentiment national, de crise économique et de promesses d'ascension rapide offrait une issue tentante pour quelqu'un sans diplôme, endetté et en quête d'opportunités. En 1935, il adhéra au Sudeten-German Party, faisant son premier pas formel vers le camp nationaliste allemand. Un an plus tard, en 1936, il commença à travailler pour l'Abwehr, le service de renseignement militaire allemand. Sa tâche consistait à recueillir des informations sur les infrastructures militaires, les mouvements de train et les possibles objectifs stratégiques en Tchécoslovaquie, ainsi qu'à recruter des collaborateurs. Les rapports concordent pour dire que, plus qu'un fanatique idéologique, Schindler était alors un opportuniste qui profitait de la proximité de la frontière et de sa connaissance de l'environnement local pour obtenir des bénéfices rapides. Lui-même déclara plus tard qu'il avait accepté d'espionner pour de l'argent, dans un contexte où son alcoolisme et ses échecs entrepreneuriaux l'avaient endetté. Cela ne diminuait pas sa responsabilité. Son travail facilita la future invasion allemande. Mais cela aide à définir le profil d'un homme qui s'alignait avec le pouvoir émergent surtout par convenance. Le 18 juillet 1938, les autorités tchécoslovaques l'arrêtèrent pour espionnage. Il fut incarcéré et formellement accusé d'activité contre l'État. Il n'était pas encore membre du NSDAP, mais il était déjà profondément engagé dans la cause de l'expansionnisme allemand dans les Sudètes, lié à la fois au Parti sudète et au renseignement du Reich. Après sa libération comme prisonnier politique à la suite des accords de Munich, Schindler retourna à Świętów avec un nouveau capital symbolique. Il n'était plus seulement le fils indiscipliné d'un commerçant local, mais quelqu'un qui était tombé pour la cause allemande
et avait été favorisé par le triomphe diplomatique de Hitler en 1938. L'annexion des Sudètes transforma de nombreux Allemands locaux en citoyens du Reich du jour au lendemain et renforça l'idée que l'avenir passait par l'alignement avec Berlin. Pour Schindler, cet alignement offrait quelque chose de très concret: protection politique, accès à des contrats et possibilité d'assainir ses problèmes économiques. Dans les mois suivants, Schindler ne se distança pas de la machine qui l'avait sauvé de la prison. Au contraire, il approfondit son engagement. Il continua à travailler pour l'Abwehr, le service de renseignement militaire allemand pour l'étranger, et fut promu à un poste de plus grande responsabilité au sein de son unité. Ses tâches restaient essentiellement les mêmes: recueillir des informations sur les lignes ferroviaires, les tunnels stratégiques, les fortifications et les mouvements de troupes à la frontière tchéco-polonaise, et recruter des collaborateurs parmi les Allemands des Sudètes et d'autres contacts locaux. L'objectif était de préparer le terrain pour les futures opérations d'expansion du Reich en Europe centrale. La véritable dimension de son rôle d'espion a fait l'objet de débats historiographiques. Les archives de la police tchèque le décrivent comme espion de grande envergure et particulièrement dangereux, le liant à un réseau qui aurait contribué à justifier l'invasion de la Pologne. D'autres témoignages, en revanche, le présentent comme un agent plutôt maladroit, qui commettait des erreurs élémentaires et finit par tomber relativement tôt entre les mains du contre-espionnage. Ce qui est certain, c'est que dans une structure hiérarchique comme l'Abwehr, Schindler ne fut pas un simple informateur occasionnel. Il avait été formellement recruté, était assigné à un commandement précis et manipulait des informations sensibles à un moment clé de la politique européenne. Son arrestation du 18 juillet 1938 dans un hôtel de Svitavy fut la conséquence directe de ses activités. La contre-intelligence tchécoslovaque l'arrêta sous l'accusation d'espionnage, un crime passible de la peine de mort. L'enquête révéla son travail systématique en faveur de l'armée allemande, rapport sur le passage ferroviaire de Jablunkov, sur les fortifications frontalières et sur la disposition des troupes tchèques. Avec le temps, cependant, l'évolution politique elle-même rendit l'accusation caduque. En cédant les Sudètes à l'Allemagne après Munich, le Reich intercéda pour les prisonniers politiques allemands et Schindler fut libéré, pardonné par l'État qui peu auparavant l'avait condamné. Ce pardon ne fut pas un geste désintéressé. Il faisait partie d'un processus plus large, l'incorporation des Sudètes dans l'espace politique et juridique nazi. Dans ce climat, des milliers d'Allemands de la région adhérèrent au NSDAP Schindler, qui s'était déjà publiquement aligné sur le nationalisme allemand à travers le Parti allemand des Sudètes, demanda son admission au Parti national-socialiste peu après sa libération et fut accepté au début de 1939. Les sources contemporaines insistent sur le fait que ses motivations n'étaient pas idéologiques au sens doctrinaire. Il ne laissa pas d'écrits révélant un antisémitisme élaboré ni une adhésion profonde au programme racial nazi. Ce qui apparaît, encore et encore, c'est l'idée d'opportunité. Être membre du parti signifiait protection juridique, accès aux contrats d'État et possibilité d'ascension sociale dans une structure qui récompensait la loyauté envers le nouveau pouvoir. À ce moment-là, la carte de l'Europe continuait de changer. En mars 1939, l'Allemagne occupa les terres tchèques restantes et créa le protectorat de Bohême et Moravie. Schindler s'installa avec Émilie à Ostrava, ville industrielle proche de la frontière polonaise, d'où l'Abwehr centralisait une grande partie de ses opérations dans la région. Là, il poursuivit son travail d'espionnage, désormais avec un rang officiel, supervisant un réseau d'agents et utilisant son appartement comme dépôt de documentation sensible, rapports, cartes, listes de collaborateurs. Émilie, selon les témoignages ultérieurs, l'aidait à gérer ses papiers, les cachait et les organisait, s'intégrant de fait dans la structure du renseignement militaire allemand. À ce stade, l'appartenance simultanée au parti nazi et à l'Abwehr faisait de Schindler un initié du Reich. En quelques années à peine, il était passé de commerçant endetté et alcoolique à figure bien connectée au sein de l'appareil allemand dans une région clé. Cette position allait être décisive lorsque Hitler fixa son prochain objectif, la Pologne. Dans les mois précédant l'invasion, Schindler voyagea fréquemment dans le pays voisin, officiellement pour des raisons commerciales, en réalité pour reconnaître des infrastructures et des contacts pouvant être utiles au renseignement allemand. Le 1er septembre 1939, les troupes allemandes franchirent la frontière polonaise et la Seconde Guerre mondiale commença en Europe.
Schindler, comme d'autres agents et entrepreneurs liés à l'Abwehr, suivit de près l'avancée de l'armée. Son expérience préalable dans la région, sa maîtrise de la langue allemande et son appartenance au parti le plaçaient dans une position privilégiée pour tirer parti des opportunités qui surgissaient dans l'ombre de l'occupation. Usines confisquées, entreprises arianisées, contrats avec l'armée. La combinaison d'espionnage et d'ambition entrepreneuriale devint alors indissociable. En octobre 1939, avec Cracovie déjà occupée et désignée comme capitale du gouvernement général, Schindler arriva dans la ville. Il s'installa d'abord dans un hôtel, puis peu après dans un vaste appartement, consommant abondamment de l'alcool, fréquentant restaurants et bars où se mêlaient officiers allemands, civils opportunistes et membres de l'administration occupante. Sa carte du parti nazi et ses titres d'homme de l'Abwehr lui ouvraient des portes dans les bureaux militaires et dans les structures du nouveau pouvoir civil. Ce réseau de contacts, parmi lesquels figuraient des officiers de la Wehrmacht, des fonctionnaires du gouvernement général et des hommes d'affaires allemands, fut son principal capital initial en Pologne. Plus que de l'argent liquide, ce qu'il apportait, c'était l'accès. L'occupation nazie à Cracovie, Amon Goeth et le système de terreur. Lorsque Schindler arriva à Cracovie à la fin de 1939, ce fut au moment où la machine d'occupation et de persécution nazie se consolidait sur les ruines de l'État polonais. L'invasion commencée le 1er septembre 1939 fut conçue comme une guerre éclair. Attaques aériennes massives, rupture rapide des lignes défensives, avancées motorisées en profondeur et désarticulation du commandement polonais. En à peine 5 semaines, et après l'entrée de l'armée rouge depuis l'Est le 17 septembre, le pays fut militairement vaincu. Le dernier grand combat se termina en octobre avec la chute de Kock. Le gouvernement polonais s'enfuit en exil et le territoire fut partagé entre l'Allemagne et l'Union soviétique. Les régions occidentales de la Pologne furent annexées directement au Reich, mais le centre et le sud-est, y compris Cracovie, furent organisés comme une entité coloniale spécifique, le soi-disant gouvernement général. Ayant son siège à Cracovie et dirigé par Hans Frank, ce territoire n'était pas conçu comme une partie intégrale de l'Allemagne, mais comme un espace d'exploitation économique et un laboratoire pour l'ingénierie raciale nazie. Frank l'exprima sans euphémisme. La Pologne devait être traitée comme une colonie et les Polonais comme une main-d'œuvre subordonnée au monde germanique. Dès le début, la population juive occupa une place centrale dans cette planification. Avant la guerre, environ 3,3 millions de Juifs vivaient en Pologne, l'une des plus grandes communautés du monde. Dans des villes comme Cracovie, ils représentaient environ un quart des habitants. Pour le régime nazi, l'occupation offrait l'occasion de concentrer, contrôler et exploiter cette population selon des critères purement raciaux, sans les limitations légales qui existaient encore, du moins formellement, à l'intérieur des frontières du Reich. La création de ghettos fut l'outil administratif clé de cette politique. À partir de 1940, dans des dizaines de villes polonaises, on délimita un district résidentiel juif, séparé par des murs, des barbelés ou des contrôles armés. Officiellement, cela se justifiait comme mesure sanitaire ou de protection face à une population non juive présentée comme hostile. En réalité, cela permettait de concentrer les Juifs dans des espaces réduits, de les isoler du reste de la société, de les exproprier de leurs biens et de les transformer en une main-d'œuvre facilement contrôlable. Les conseils juifs ou Judenräte, imposés par ordre allemand, étaient chargés de transmettre les dispositions, d'organiser le travail forcé et de préparer des listes pour les déportations. L'occupation entraîna en outre un durcissement rapide de la législation anti-juive. Dans le Reich, les lois de Nuremberg de 1935 avaient constitué la base de l'exclusion civique. En Pologne occupée, ce cadre fut adapté et radicalisé. Les ordonnances interdisaient aux Juifs d'exercer certaines professions, limitaient leur liberté de mouvement, imposaient le port obligatoire de brassards avec l'étoile de David et exigeaient la remise des propriétés, bijoux et argent. Parallèlement, le travail obligatoire fut introduit. Les hommes et femmes juifs en âge de travailler pouvaient être requis pour des tâches de construction, de déblaiement de gravats, de travaux routiers et plus tard pour des usines liées à l'effort de guerre. À Cracovie, la séquence fut similaire mais avec des traits propres. Après l'occupation en septembre 1939, commencèrent les premières mesures discriminatoires, enregistrement des propriétés, confiscation des commerces,
Fermeture des institutions culturelles, obligation pour les Juifs d'effectuer des travaux humiliants dans les rues. En quelques mois, une combinaison de pogroms organisés, actions policières et expulsions forcées réduisit drastiquement la présence juive dans la ville. Sur les quelques 60 à 64 000 Juifs présents avant la guerre, seuls environ 15 à 17 000 furent autorisés à rester, choisis surtout pour leur utilité économique. L'étape suivante fut de concentrer cette population tolérée dans un espace clos. Le 3 mars 1941, les autorités allemandes ordonnèrent la création d'une zone résidentielle juive dans le quartier de Podgorze, de l'autre côté de la Vistule. Les Juifs autorisés à rester à Cracovie devaient s'y installer en quelques semaines. En même temps, les habitants polonais non-juifs de la zone furent expulsés. Dans environ 320 maisons où vivaient auparavant quelques 3500 personnes, furent entassés plus de 15 000 Juifs. Le périmètre du ghetto fut fermé par un mur de 3 mètres surmonté d'arcs, rappelant délibérément la forme de pierre tombale juive, et 4 portails principaux furent installés, surveillés par des gardes armés. Le tramway continuait de traverser certaines rues, mais ne pouvait pas s'arrêter à l'intérieur de l'enceinte, et il était interdit aux passagers de regarder vers l'intérieur. Avec le temps, le courrier fut également interdit et les fenêtres du rez-de-chaussée donnant sur le côté arrière furent murées, coupant les canaux informels d'aide. L'isolement n'était pas seulement physique, mais aussi informatif et social. Les conditions de vie se détériorèrent immédiatement. La ration officielle pour les Juifs du gouvernement général était substantiellement inférieure à celle des Polonais non-juifs et bien inférieure à celle des Allemands. À certains moments, à peine entre 200 et 400 calories par jour réparties en pain de mauvaise qualité, petites quantités de farine, pommes de terre et sucre, très en dessous des besoins minimaux d'un adulte. La faim ne fut pas un effet collatéral, mais une politique planifiée. Il fut délibérément calculé que les Juifs pouvaient survivre seulement s'ils complétaient les rations par des achats au marché noir ou par des aides extérieures, chose de plus en plus difficile en raison de la pauvreté générale et des interdictions. Dans ce contexte, le ghetto de Cracovie, comme d'autres en Pologne, devint un espace de survie extrême. Des familles entières partageaient de petites chambres, souvent sans eau courante ni chauffage adéquat. Les épidémies de typhus et d'autres maladies se propageaient facilement en raison de la promiscuité et de la malnutrition. Les taux de mortalité augmentèrent de façon constante, même avant les grandes déportations. Beaucoup moururent dans leur lit ou dans les files d'attente pour recevoir de la nourriture, épuisés. Le travail forcé était l'autre pilier du système. Dès le début de l'occupation, les Juifs de Cracovie furent utilisés dans des travaux publics, le nettoyage des rues et des tâches lourdes, presque toujours sans rémunération adéquate et sous la menace de châtiments physiques. Avec la création du ghetto, cette exploitation fut réorganisée. Des listes de travailleurs indispensables furent établies pour les usines allemandes, ateliers et entreprises liées à l'armée. Celui qui possédait un permis de travail délivré par une autorité allemande augmentait relativement ses chances de rester en vie. Ceux qui n'avaient pas ce document étaient exposés aux premières vagues de déportation. Avec l'avancée de la guerre, la demande de main-d'œuvre augmenta et la logique économique se fusionna avec la logique génocidaire. Des millions de personnes, juives et non-juives, furent soumises au travail esclave dans des camps, usines et chantiers d'infrastructures sur tout le territoire contrôlé par l'Allemagne, dans des conditions brutalement inhumaines. À Cracovie, le ghetto fonctionnait comme un dépôt de travailleurs qui pouvaient être envoyés quotidiennement dans des usines ou plus tard transférés au camp voisin de Płaszów. La vie humaine valait à peine plus que le rendement immédiat. Malades, personnes âgées et enfants étaient, aux yeux des autorités, des charges dispensables. Au début de 1942, la politique envers les Juifs dans l'Europe occupée avait évolué de l'expulsion et de la concentration vers le meurtre systématique, formalisé lors de la conférence de Wannsee en janvier. Dans le gouvernement général, cela se traduisit par un changement de fonction des ghettos. D'espace d'exploitation et d'usure, ils devinrent l'antichambre directe de la déportation vers les camps d'extermination. À Cracovie, les actions successives de 1942 et 1943, avec des déportations massives vers Bełżec, Płaszów et Auschwitz, vidèrent progressivement le ghetto jusqu'à sa liquidation finale. Lorsque l'usine d'émail de Schindler commença à fonctionner dans le quartier industriel de Zabłocki,
la politique anti-juive en Pologne occupée passait de la répression administrative à l'extermination planifiée. À partir de 1942, avec la mise en œuvre de l'opération Reinhard, les ghettos du gouvernement général cessèrent d'être seulement des dépôts de main-d'œuvre. Ils devinrent des antichambres de la mort. Des transports massifs partaient vers les camps d'extermination de l'Est, principalement Bełżec, Sobibor et Treblinka, où les victimes étaient assassinées peu après leur arrivée. Dans le cas de Cracovie, les premières grandes déportations du ghetto, en juin 1942, envoyèrent environ 11 000 personnes à Bełżec. Le gouvernement général, avec Cracovie comme capitale, était l'espace où le nazisme appliquait avec le moins de restrictions sa politique coloniale et raciale, expulsion, germanisation sélective, exploitation économique et élimination physique de groupes considérés comme indésirables. Le gouvernement général devint un laboratoire où se combinaient des décisions prises à Berlin avec des initiatives locales des SS, de la police et de l'administration civile. Dans ce contexte, les ghettos passèrent d'une solution provisoire à un vidage systématique. La logique était claire: séparer les juifs utiles pour le travail, les concentrer près des installations industrielles ou de construction et déporter ou tuer le reste. La création du camp de travail de Płaszów répondit à cette nouvelle phase. En octobre 1942, les autorités SS ordonnèrent la construction d'un Zwangsarbeitslager en périphérie de la ville, sur le terrain de 2 cimetières juifs dans le district de Podgorze. Dès le début, sa fonction était double: servir de source de main-d'œuvre esclave pour les projets allemands dans la région et comme point de concentration des Juifs provenant du ghetto de Cracovie et d'autres localités proches. En 1943, après la liquidation du ghetto, le camp fut agrandi et en 1944, il fut formellement reclassé comme camp de concentration. Les déportations depuis le ghetto culminèrent en mars 1943. Entre le 13 et le 16 de ce mois, les SS et la police menèrent l'action de liquidation. Environ 2000 Juifs furent assassinés dans les rues et cours du ghetto. 2000 autres, considérés comme aptes au travail, furent envoyés à Płaszów. Environ 3000 furent déportés à Auschwitz-Birkenau, où la majorité fut assassinée dans les chambres à gaz, peu après leur arrivée. À ce moment-là, la transition de l'oppression quotidienne à l'élimination physique de la communauté juive de Cracovie était un fait accompli. Le camp de Płaszów lui-même condensait cette logique. Conçu initialement pour environ 4000 prisonniers, il en abrita bientôt plus de 12 000, incluant des Juifs de Cracovie, Tarnów et d'autres villes, ainsi que des prisonniers polonais non-juifs. Les baraquements en bois, construits sur des tombes profanées, s'étendaient en rangées denses, entourés de barbelés et de tours de surveillance. Les internés travaillaient dans des carrières, ateliers, chantiers et usines, lors de journées exténuantes, avec une alimentation insuffisante et sous la menace constante de châtiments arbitraires. Le camp fonctionnait en pratique comme un point de transit. De là partaient des transports vers Auschwitz et d'autres camps, une fois la force de travail épuisée ou lorsque les SS le jugeaient opportun. La figure centrale de ce système local de terreur fut Hermann Goeth, nommé commandant du camp en février 1943. Autrichien, membre des SS depuis les années 30 et expérimenté dans l'administration d'autres camps, il arriva à Płaszów avec de larges pouvoirs. Contrôle de la discipline, organisation du travail et gestion des biens confisqués aux prisonniers. Les témoignages concordent pour le décrire comme un homme extrêmement violent, recourant fréquemment au meurtre arbitraire, au châtiment collectif et à l'intimidation permanente. En même temps, il était profondément corrompu. Il détournait à son profit argent, bijoux et objets de valeur provenant des prisonniers et des biens juifs réquisitionnés. La violence quotidienne à Płaszów était normalisée. Les gardes, suivant le climat imposé par Goeth, tiraient sans avertissement sur des prisonniers qui sortaient du rang, s'arrêtaient quelques secondes ou attirèrent simplement l'attention pour une quelconque raison. Les passages à tabac public servaient d'avertissement. Les pendaisons se réalisaient devant des formations ordonnées, dans le silence obligé des internés. Des chiens dressés étaient utilisés pour attaquer les prisonniers et toute tentative de solidarité, d'échange de nourriture ou de petits actes de résistance pouvait se terminer par des exécutions exemplaires. La terreur psychologique générée par l'impossibilité de prévoir quelle conduite pouvait signifier la mort était aussi fonctionnelle au système que le travail forcé.
Depuis sa position d'industriel autorisé par les autorités allemandes, Schindler fut directement exposé à cette réalité. Avant la liquidation du ghetto, il voyait déjà chaque jour les colonnes de travailleurs juifs marcher depuis le district fermé jusqu'à l'usine de Zabrowski, escortés par policiers et gardes. Après mars 1943, les mêmes travailleurs commencèrent à venir depuis Płaszów dans des trajets également surveillés. De plus, les contacts professionnels de Schindler le conduisaient fréquemment dans les bureaux des SS et du gouvernement général, où l'on discutait des quotas de main-d'œuvre, de l'attribution de contrats et de l'utilisation des prisonniers comme ressources économiques. L'information sur les déportations, actions et exécutions circulait sous forme de rumeurs, d'ordres et de conversations de table. Comment une usine d'émail devint un refuge? Lorsque le ghetto de Cracovie fut liquidé et que la majorité de ses habitants furent envoyés à Płaszów ou dans les camps d'extermination, l'usine d'émail de Schindler acquit une nouvelle signification. Dans les documents officiels, elle restait une entreprise privée produisant des ustensiles émaillés et, plus tard, des pièces pour l'effort de guerre allemand. Mais dans le cadre juridique nazi, cette condition industrielle pouvait devenir un bouclier. Les autorités du gouvernement général établissaient une hiérarchie des entreprises essentielles pour la Wehrmacht et l'administration. Les usines produisant pour l'armée avaient priorité en approvisionnement, protection contre les réquisitions et surtout accès à la main-d'œuvre prisonnière. Schindler comprit que le statut d'entreprise indispensable lui permettait d'argumenter que ses travailleurs n'étaient pas dispensables, mais nécessaires à la production militaire. Après la liquidation du ghetto en mars 1943, les Juifs d'Emalia furent officiellement transférés à Płaszów. Le trajet quotidien jusqu'à Zabrowski était long, épuisant et dangereux, avec des comptages constants et le risque de châtiments arbitraires. Schindler utilisa ce fait comme base pour une demande auprès des autorités. Il sollicita l'autorisation d'installer un petit camp annexe à l'usine, formellement comme sous-camp de Płaszów, en arguant que cela augmenterait l'efficacité productive. La demande aboutit grâce à une combinaison de raisonnements économiques et de pots de vin versés à des officiers SS et à des fonctionnaires du gouvernement général. Le résultat fut la création de baraquements autour de l'usine, entourés de barbelés et de tours de surveillance, mais physiquement séparés du camp principal et sous une supervision plus laxiste. Dans ce nouveau cadre, la main-d'œuvre juive cessa d'être seulement une option bon marché et devint la pièce centrale de la stratégie de protection. Dans la logique du système nazi, ceux qui étaient enregistrés comme travailleurs essentiels pour une usine de guerre bénéficiaient d'une protection relative contre les déportations massives. Le bureau du travail et l'administration du camp avaient tendance à préserver ceux qui figuraient sur des listes liées à des contrats militaires. Schindler insista sur le fait que ces ateliers produisaient des biens nécessaires à l'armée et que toute réduction de personnel nuirait directement à l'approvisionnement de la Wehrmacht. Cet argument, accompagné de cadeaux et de paiements en espèces à des officiers clés, permit que ces travailleurs juifs soient classés comme indispensables dans des listes successives. Pour soutenir cette fiction productive, il fallut adapter la réalité des prisonniers aux catégories administratives du Reich. Beaucoup des hommes et femmes qui finirent à Emalia n'étaient pas des ouvriers spécialisés, mais des commerçants, étudiants, avocats, médecins ou artisans sans expérience préalable en métallurgie. Sur les papiers, cependant, ils apparaissaient comme tourneurs, ajusteurs, forgerons ou techniciens de maintenance. Itzhak Stern et d'autres employés juifs de confiance collaboraient avec Schindler dans cette tâche. En recevant des demandes de travailleurs qualifiés, ils remplissaient des listes de paix avec des noms de personnes qu'ils savaient en danger, leur attribuant des métiers crédibles aux yeux des bureaucrates allemands. L'objectif n'était plus seulement de couvrir des postes de production, mais de transformer l'identité professionnelle des prisonniers pour les faire entrer dans la catégorie de main-d'œuvre irremplaçable. La manipulation des listes de travail devint un exercice continu. Chaque nouvelle action à Płaszów ou annonce de déportation du camp vers Auschwitz impliquait de revoir des noms, d'en ajouter d'autres, d'effacer des indications pouvant présenter quelqu'un comme inapte ou superflu. Les listes d'Emalia étaient envoyées par l'administration du camp, où elles pouvaient être contestées par des officiers SS. Schindler répondait avec insistance, dîners, cadeaux et pots de vin pour les maintenir intacts, ou même les élargir. Avec le temps, ce processus donnerait lieu à la liste la plus connue,
celle des environ 1100 à 1200 juifs qui seraient transférés avec lui à Brunlitz en 1944, mais bien avant ce moment, les listes internes de l'usine fonctionnaient déjà comme un instrument de sauvegarde face aux décisions d'extermination. Le Soukan de Zabrowski, autour de la Deutsche E-Mail-Warenfabrik, offrait des conditions notablement différentes de celles de Poischow. Bien qu'il restât un espace de réclusion, entouré de barbelés et surveillé par des gardes, les prisonniers dormaient plus près de leur poste de travail et évitaient les longues marches quotidiennes. Grâce à la coopération entre travailleurs polonais libres et quelques employés juifs de confiance, une cuisine fut mise en place qui, en plus de la ration officielle, distribuait des aliments supplémentaires achetés au marché noir avec de l'argent que Schindler obtenait de ses contrats et de plus en plus de sa fortune personnelle. Les sources concordent pour dire que les rations dans le Soukan étaient meilleures qu'à Poischow, avec un peu plus de pain, une soupe plus épaisse et, occasionnellement, de la viande ou des graisses supplémentaires. Parallèlement, une infrastructure sanitaire rudimentaire fut mise en place. Un petit cabinet, tenu par des médecins juifs prisonniers et avec l'aide de personnel sanitaire polonais, servait à traiter des blessures de travail, des infections et les effets de la malnutrition. Les médicaments et le matériel médical arrivèrent de manière irrégulière, parfois détournés de dépôts militaires par des pots de vin, d'autres fois introduits clandestinement par des intermédiaires polonais. Schindler tolérait et soutenait ces activités, car il savait qu'un travailleur tombant gravement malade risquait d'être renvoyé à Poischow, et de là inclus dans un transport vers un camp d'extermination où son destin était presque certain. La dissimulation des malades devint alors une pratique systématique. Lorsqu'étaient annoncées des inspections depuis Poischow ou depuis des bureaux supérieurs, le cabinet et les baraquements étaient réorganisés. Les prisonniers les plus faibles étaient temporairement déplacés vers des postes de travail moins visibles, notés comme présents sur les listes d'assistance ou transférés dans des dépendances administratives pendant la visite. Les médecins juifs ajustaient les diagnostics dans les formulaires internes pour éviter qu'une maladie chronique ou une convalescence récente ne se traduise par l'étiquette « inutile pour le travail », presque synonyme de sélection pour la déportation ou l'exécution. Tout cet ensemble de cuisines supplémentaires, cabinet médical, listes manipulées et métiers fictifs dépendait d'un équilibre précaire. L'usine devait continuer à produire suffisamment pour justifier son existence auprès des autorités allemandes, mais Schindler commença à accepter consciemment des pertes économiques et des risques personnels croissants. Les horaires de travail étaient organisés de manière à ce que les plus affaiblis puissent se reposer un peu plus, tandis que d'autres assumaient une partie de leur charge. On acceptait des travailleurs qui, d'un point de vue strictement productif, étaient moins efficaces que d'autres candidats possibles. On continuait à soudoyer des officiers pour éviter des inspections trop minutieuses. Dans la documentation officielle, Emalia restait une usine rentable qui fournissait des marchandises à la machine de guerre du Reich. En pratique, elle devenait un refuge légal où un réseau de papiers, de cachets et de signatures faisait la différence entre la vie et la mort pour des centaines de personnes. Depuis 1942, la protection qu'offrait l'usine d'émail dépendait de moins en moins de la légalité et de plus en plus de quelque chose de bien plus fragile, la corruption systématique de l'appareil nazi à Cracovie. Pour maintenir ces travailleurs hors des listes de déportation, Schindler dut recourir à un flux constant d'argent, d'alcool et de biens de luxe destinés aux officiers SS, aux administrateurs de Poischow et aux fonctionnaires du gouvernement général. Vin, cognac, cigarettes, bijoux et produits rares dans une économie de guerre devinrent monnaie d'échange pour obtenir des autorisations, repousser des inspections ou corriger des listes de travailleurs. Avec le temps, les sources s'accordent à dire que Schindler dépensa toute sa fortune personnelle dans ce système de pots de vin et d'achat au marché noir pour approvisionner ses ouvriers. L'alcool, qui avait été un élément problématique dans sa vie privée, se transforma en instrument de travail. Réunions avec des officiers SS, dîners prolongés avec des responsables de Poischow et visites dans des bureaux étaient arrosés de bouteilles rares pour la population générale. Schindler savait que, dans un environnement où le pot de vin était une pratique répandue, maintenir les décideurs dans un état de bonne volonté, et souvent d'ivresse, pouvait désamorcer des inspections inopportunes ou des dénonciations. À plus d'une occasion, selon ce qu'il raconta plus tard, il reçut des agents de la Gestapo venus réclamer des documents ou des personnes précises, et après des heures de conversation, de repas et de boissons,
il les vit quitter l'usine sans prisonniers et sans papiers incriminants. Ce jeu constant avec les limites de la légalité nazie impliquait un risque accumulé. Schindler fut arrêté par la Gestapo, au moins à 3 reprises pendant la guerre, toujours pour des motifs liés au marché noir, au traitement privilégié des Juifs ou à des irrégularités économiques présumées. Une arrestation à la fin de 1941 lui valut une nuit de détention. Une autre, en avril 1942, fut liée au fait d'avoir embrassé ou étreint en public une employée juive lors d'une célébration à l'usine, violant les lois raciales en vigueur. Dans les 2 cas, il fut libéré grâce à l'intervention de contacts influents au sein du parti et de l'appareil militaire. En 1944, il fut de nouveau arrêté. Cette fois dans le cadre de l'enquête pour corruption contre Amon Goeth, il réussit encore à sortir après plusieurs jours d'interrogatoire. Chacun de ces épisodes rappelait que la ligne entre la tolérance et l'accusation de trahison était ténue. À mesure que la guerre avançait et que la situation militaire allemande se détériorait, le système de pots de vin dut s'intensifier. Les biens rares comme l'alcool, le tabac, le café, les tissus et autres objets de valeur étaient de plus en plus chers sur le marché noir, ce qui obligeait Schindler à consacrer une proportion croissante de ses ressources à alimenter ce réseau de faveurs. Son patrimoine personnel, déjà compromis par des échecs antérieurs, s'épuisa. Vers la fin du conflit, selon diverses sources concordantes, il ne restait pratiquement rien de sa fortune. Maisons, comptes bancaires, véhicules et biens s'étaient transformés en cadeaux, paiements ou marchandises d'échange pour assurer la survie de ses travailleurs. Le risque personnel ne se limitait pas à la ruine économique. En tant que membre du NSDAP et ancien agent de l'Abwehr, Schindler connaissait bien le fonctionnement interne du régime et savait que l'accusation de conduite favorable aux Juifs ou de sabotage économique pouvait être mortelle. Le simple fait de fournir des rations supplémentaires aux prisonniers, de cacher des malades pour éviter qu'ils ne soient renvoyés à Płażów ou de maintenir sur la liste de paye des personnes avec des documents falsifiés pouvait être interprété comme une obstruction aux mesures officielles. Ces arrestations par la Gestapo, bien qu'elles se soient conclues par des libérations relativement rapides, montraient qu'il était dans le viseur de services habitués à employer la torture et à envoyer dans des camps de concentration pour des motifs minimes. En même temps, l'environnement devenait plus létal. Après la liquidation du ghetto, les déportations de Płażów vers Auschwitz et d'autres camps se succédaient, et toute réduction de la demande de produits de l'usine pouvait se traduire par une révision des listes de travailleurs et par des ajustements qui excluaient des dizaines de personnes. Schindler répondait en élargissant la gamme des métiers supposément nécessaires, en insistant sur l'importance stratégique de ces produits et en multipliant les cadeaux à ceux qui pouvaient signer ou annuler des ordres de transfert. Transformer un nom de famille en indispensable sur une liste devint sa principale tâche quotidienne. À ce moment-là, la différence entre savoir et voir, qui avait déjà marqué le chapitre précédent, se transforma en action continue. Schindler n'était pas seulement au courant du génocide par des commentaires ou des rapports. Il en vivait les effets. Il voyait les travailleurs revenir exténués ou ne pas revenir. Il connaissait les nouvelles sur les transports qui partirent de Płażów et n'étaient plus jamais mentionnés. Il recevait, par des contacts juifs et par la résistance, des informations sur ce qui se passait à Auschwitz. Les décisions qu'il prenait, comme qui inclure sur une liste, quel officier soudoyer ou quel risque économique assumer, avaient des conséquences immédiates et visibles. Le passage d'industriel opportuniste à sauveur ne fut pas un geste isolé, mais un processus cumulatif de choix dans un contexte où chaque déviation de la norme nazie pouvait se payer de la vie. La véritable liste de Schindler et son héritage moral. En 1944, la carte de la guerre commença à changer de façon visible, même pour ceux qui vivaient à l'intérieur de l'appareil nazi. L'avancée de l'armée rouge depuis l'Est obligea les SS à repenser le réseau de camps en Pologne et dans le gouvernement général. À Majdanek, près de Lublin, les ordres d'évacuation arrivèrent en mars 1944. D'autres camps et sous-camps suivirent la même logique: détruire les preuves, transférer les prisonniers vers l'intérieur du Reich, exploiter jusqu'au dernier moment la main-d'œuvre esclave. Płażów, déjà transformé en camp de concentration et en point de transit, entra dans cette logique. À mesure que le front s'approchait, on planifiait son vidage progressif et l'envoi de ses prisonniers, en grande partie juifs, vers Auschwitz ou d'autres camps du système comme Gross-Rosen.
Pour les prisonniers, ces évacuations signifiaient presque toujours une condamnation à mort différée. Marches exténuantes, entassement dans des wagons de marchandises, sélection à l'arrivée dans des camps d'extermination ou de travail extrême. Pour quelqu'un dans la position de Schindler, c'était aussi le signe définitif que le Troisième Reich commençait à s'effondrer. Le discours officiel insistait sur la résistance totale, mais les ordres de démanteler les installations, de détruire les archives et de se replier vers la Silésie, la Bohême et l'intérieur de l'Allemagne montraient autre chose. Une retraite qui combinait désespoir militaire et volonté d'effacer les traces. Dans ce contexte prit corps le projet de transférer l'usine de Cracovie vers le protectorat de Bohême et Moravie. Schindler proposa de transformer Emalia, qui produisait des émaux puis des munitions, en une nouvelle usine d'armement dans le village de Brunlitz dans les Sudètes, administrativement rattaché au complexe de Gross-Rosen. Sur le papier, il s'agissait d'une rationalisation industrielle, déplacer la production loin du front oriental, plus près des routes d'approvisionnement du Reich. En pratique, l'objectif était de transporter avec lui le plus grand nombre possible de travailleurs juifs, les éloignant de Płachow et des déportations vers Auschwitz. Obtenir l'approbation de ce plan exigea une ultime série de négociations et de pots de vin à grande échelle. Schindler dut convaincre différentes instances, l'administration de Płachow, le bureau de l'Arbeitseinsatz, c'est-à-dire le bureau d'affectation de la main-d'œuvre, la direction de Gross-Rosen et des fonctionnaires de l'économie du gouvernement général. Chaque signature, chaque cachet, impliquait des dîners, des cadeaux, des transferts d'argent ou la remise de biens de luxe difficiles à obtenir en 1944. Les sources s'accordent à dire que ce fut une opération coûteuse, dans laquelle Schindler dépensa la majeure partie de ce qui lui restait de patrimoine, renforçant l'idée qu'à ce stade, sa priorité n'était plus la récupération économique, mais le transfert de ses travailleurs. Le résultat de ces démarches fut l'autorisation d'établir à Brunlitz un nouvel Arbeitslager, formellement un sous-camp de Gross-Rosen, associé à une usine d'armement qui devait produire des composants de munitions. Le permis incluait un nombre précis de travailleurs juifs pouvant être transférés depuis Płachow et d'autres installations liées, environ 1100 à 1200 personnes. Pour remplir ce quota et pour définir exactement qui serait transféré, il fallait préparer une liste détaillée de noms avec numéro de prisonniers, âge et supposée qualification professionnelle, la liste définitive. Le processus de création de cette liste ne fut pas un acte unique ni l'œuvre d'une seule personne, mais une tâche collective et répétée. L'impulsion initiale vint de la nécessité de présenter à Gross-Rosen un registre de travailleurs essentiels pour la nouvelle usine. Les informations de base provenaient d'Emalia et des archives de Płachow, nom d'ouvrier, métiers enregistrés, numéro d'identification, mais la sélection ne se limita pas à copier des données existantes. Schindler, sachant que le quota était limité, chercha à inclure non seulement des travailleurs productifs, mais aussi des personnes qui, en termes strictement économiques, auraient été considérées comme dispensables, vieillards, malades, proches directs d'ouvriers, figures ayant peu de valeur laborieuse, mais un grand poids humain dans la communauté du camp. Dans cette tâche, l'intervention de Mitek Pemper fut décisive. Pemper, juriste de formation et prisonnier juif, travaillait dans le bureau d'Amon Goeth à Płachow comme sténographe et dactylographe, ce qui lui donnait accès à des ordres internes et à des communications de haut niveau. Ce fut lui qui découvrit, au printemps 1944, l'instruction générale de fermer les usines considérées comme non essentielles et d'évacuer leurs travailleurs vers des camps d'extermination, et qui alerta Schindler de l'urgence de reconvertir sa production et de planifier le transfert. Lorsque vint le moment de formaliser la liste pour Brunlitz, Pemper collabora étroitement avec Schindler et avec d'autres prisonniers de confiance, recueillant des noms, ajustant des métiers fictifs et, finalement, dactylographiant le document qui serait envoyé aux autorités du camp. Pemper lui-même, dans des témoignages ultérieurs, insista sur le fait que son rôle ne se réduisait pas à écrire une liste, mais à une chaîne de petits actes préalables, extraire des informations de documents interdits, retarder ou réinterpréter certains ordres, orienter les décisions de Schindler sur quels arguments présenter et comment les formuler. Cependant, le geste concret de taper les noms, un par un, sur le papier officiel, devint le symbole de tout ce processus, une réponse bureaucratique à la tentative bureaucratique d'extermination.
Abraham Banquier, pour sa part, apporta l'expérience et les réseaux construits avant la guerre. En tant qu'ancien copropriétaire de l'usine d'émail de Lipowa puis directeur d'Emalia, il connaissait en détail les capacités productives de l'usine et les parcours professionnels, réels ou fictifs, de nombreux travailleurs. Son habileté à évoluer entre le légal et l'illégal, qui avait servi à obtenir des matières premières sur le marché noir et à élargir le nombre d'employés juifs, fut également utile à ce moment-là. Banquier aida à identifier ceux qui pouvaient être présentés comme indispensables, à justifier auprès des autorités la taille et la composition du personnel et à obtenir des ressources pour des pots de vin dans une phase finale où tout manquait. Le rôle d'Emily Schindler fut moins visible dans les documents officiels, mais essentiel sur le plan pratique. Tandis que son mari négociait avec des officiers et des fonctionnaires, Emily s'occupait d'organiser la logistique quotidienne à Emalia. Distribution de nourriture, soins aux malades, protection des enfants et des femmes dans des situations critiques. Dans le processus de sélection pour Brunlitz, selon les survivants, elle intervint en faveur de familles entières, insistant pour que l'on ne sépare pas les parents des enfants ou les couples, et accompagna des groupes de prisonniers lors de transferts partiels, atténuant autant que possible les abus des gardes. Elle n'écrivit pas la liste, mais influença sur qui devait y figurer et prit des risques personnels en s'opposant, à l'occasion, aux décisions des SS. La question de qui a écrit les noms admet ainsi plusieurs réponses. En termes matériels, ce fut Mietek Pemper qui dactylographia la liste définitive dans le bureau de Poichov sur la base de données fournies par Schindler, Stern et d'autres collaborateurs juifs. En termes organisationnels, Schindler décida de l'ampleur du projet et assuma le coût économique et le risque de présenter aux autorités un contingent si nombreux de juifs essentiels. Banquier apporta sa connaissance du tissu entrepreneurial et sa capacité à transformer des besoins humains en catégories productives acceptables pour l'appareil nazi. Emily soutint le réseau matériel et émotionnel qui donnait un sens à ces noms au-delà de leurs fonctions professionnelles. À l'automne 1944, lorsque les premiers trains commencèrent à quitter Poichov pour la nouvelle usine de Brunlitz, la question centrale n'était plus seulement combien de juifs Oskar Schindler pouvait emmener avec lui, mais lesquels. Les critères réels d'inclusion dans la liste définitive furent un mélange d'utilité perçue, de connexions personnelles et de hasard. Les quotas approuvés par les autorités parlaient en termes de main-d'œuvre qualifiée, tourneurs, ajusteurs, mécaniciens. Sur cette base, Schindler, Abraham Banquier, Itzhak Stern et d'autres collaborateurs juifs incorporèrent des noms de personnes avec des métiers utiles, mais aussi de membres de famille, d'amis et de figures vulnérables qui, en termes purement économiques, auraient été écartés. Les récits ultérieurs de survivants montrent que d'anciens employés, des personnes recommandées par d'autres entrepreneurs comme Julius Madrich ou des individus ayant eu une relation antérieure avec Schindler, avaient plus de chances d'apparaître sur la liste, bien que toujours dans une marge d'arbitraire marquée par le quota numérique et par la nécessité que chaque nom puisse s'inscrire dans une catégorie professionnelle acceptable pour la bureaucratie nazie. Ce mélange de calculs et de contingences se refléta dans la distribution finale. Environ 800 hommes et entre 300 et 400 femmes furent assignés à l'usine de Brunlitz selon les études récentes. Mais même une liste soigneusement préparée restait exposée aux erreurs de l'appareil administratif. L'exemple le plus dramatique fut le transport des femmes. Tandis que le train des hommes, après un arrêt au camp de concentration de Gross-Rosen, arriva finalement à Brunlitz, le convoi d'environ 300 femmes fut détourné vers Auschwitz-Birkenau. Les témoignages de survivantes comme Selina Bignaz et Ludmila Page relatent la scène. Le wagon s'arrête, les gardes crient « Raus !», les chiens aboient et les femmes comprennent qu'elles sont arrivées dans un lieu où les chances de survie sont minimes. Le détournement ne fut pas un acte délibéré contre Schindler, mais une erreur ou une décision arbitraire dans la logique de redistribution des prisonniers du système des camps. Cependant, ces conséquences pouvaient être irréversibles. À Auschwitz, les nouvelles arrivantes furent soumises aux routines habituelles, désinfection, rasage, attribution de numéros et hébergement provisoire dans des baraquements surpeuplés. La présence d'un groupe complet lié à un contrat spécifique de travail, avec une documentation indiquant leur destination vers un sous-camp d'armement, permit que le cas soit rouvert. Par des intermédiaires, Schindler apprit que le transport des femmes n'était pas arrivé à destination.
Il recourut alors à la même combinaison d'arguments économiques et de pots de vin qu'il avait utilisés pendant des années, cette fois dirigés vers des fonctionnaires de l'un des centres les plus meurtriers du système d'extermination. Les sources s'accordent à dire que plusieurs jours passèrent, et certains témoignages parlent même de 2 semaines avant que soit autorisé le transfert de ce groupe de femmes d'Auschwitz à Brunn-Litz. Entre-temps, elles avaient déjà subi la faim, la promiscuité et la violence du camp. Qu'un contingent de prisonnières juives soit libéré d'Auschwitz et transféré vers un autre camp de travail est un fait exceptionnel dans la documentation disponible. Cela ne signifia pas un changement de politique générale, mais montre jusqu'à quel point, dans certains cas, la combinaison de contrats industriels, de contacts personnels et de corruption pouvait temporairement modifier le cours prévu de la machine d'extermination. Une fois achevé le transfert des hommes et des femmes, Brunn-Litz commença à fonctionner officiellement comme sous-camp de Gross-Rosen, avec environ 1200 internés. Formellement, il s'agissait d'une usine d'armement destinée à produire des projectiles et des composants pour la Wehrmacht. En pratique, l'usine opéra comme une façade. Selon le résumé des principales études, durant les mois d'activité, aucun armement réellement utilisable n'en sortit. Les prisonniers, instruits par Schindler et par des techniciens de confiance, sabotaient systématiquement la production. Ils calibraient mal les machines, altéraient les alliages, produisaient des douilles défectueuses ou des cartouches qui ne répondaient pas aux normes militaires. Schindler lui-même renforçait cette inefficacité contrôlée. Face aux rapports de productivité envoyés par les autorités, il invoquait des difficultés de démarrage, des problèmes d'approvisionnement ou la nécessité de recalibrer les machines. Pendant ce temps, il consacrait temps et ressources à maintenir en vie le groupe de prisonniers. Rations supplémentaires obtenues sur le marché noir, une infirmerie rudimentaire et une organisation interne qui évitait les châtiments extrêmes. Les rapports disponibles indiquent qu'à la différence d'autres camps, aucune exécution ne fut enregistrée à l'intérieur de l'usine et que les gardes SS avaient interdiction d'entrer dans la zone de production, limitant une partie des abus au secteur des baraquements. Malgré ces conditions relativement meilleures, la détérioration physique accumulée durant des années de persécution, de ghettos et de camps fit que beaucoup arrivèrent à Brunn-Litz dans un état critique. À la fin de 1944 et au début de 1945, lorsque le front oriental s'approchait et que d'autres camps étaient évacués, de nouveaux convois arrivèrent avec des prisonniers dans des conditions extrêmes. L'un des épisodes les plus cités est celui du convoi en provenance de Golesow, sous-camp d'Auschwitz lié à une carrière, qui déposa à Brunn-Litz une centaine de juifs presque gelés et mourants en janvier 1945. Des témoignages recueillis dans des compilations comme le Yiscor et Schindler-Juden décrivent comment les ouvriers de l'usine improvisèrent des brancards, allumèrent des poêles et partagèrent les rations déjà rares pour tenter de sauver autant de vies que possible. Tous ne survécurent pas. Les sources varient sur le nombre, mais il se situe entre 42 et un peu plus de 40 le total de juifs décédés à Brunn-Litz durant les mois de fonctionnement du camp, incluant plusieurs des arrivés dans ce transport depuis Golesow et d'autres groupes évacués dans les derniers instants de la guerre. La cause de la mort n'était, dans la majorité des cas, pas la violence directe des gardes, mais la combinaison de maladies, d'épuisement extrême et de séquelles de longues années de faim et de mauvais traitements. Malgré cela, comparé à la mortalité massive d'autres camps de travail et d'extermination, la statistique reflète le caractère singulier du lieu comme refuge, plutôt que comme centre de destruction. Lorsque la guerre entra dans sa phase finale, le petit camp-usine de Brunn-Litz se trouvait entouré par un Reich en plein effondrement. Dès janvier 1945, l'armée rouge avançait en Silésie et en Bohême. Les villes industrielles tombaient les unes après les autres et les hauts commandements donnaient des ordres contradictoires, évacuer les camps, détruire les documents, maintenir la production jusqu'à la dernière cartouche. À Brunn-Litz, les approvisionnements n'arrivaient presque plus, l'usine fonctionnait à peine et les gardes continuaient de recevoir des ordres formels de la SS tout en écoutant, à la radio, des nouvelles de défaites en chaîne. Les 7 et 8 mai, lorsque fut annoncée la capitulation allemande, Oskar Schindler réunit ses ouvriers juifs dans l'usine et leur annonça que la guerre était terminée et que bientôt des troupes soviétiques arriveraient. Selon le texte conservé de ce discours, il avertit les gardes allemands qu'ils devaient quitter le camp et leur offrit des vêtements civils et de faux documents pour se rendre comme de simples soldats, évitant ainsi des représailles pour crimes contre les prisonniers.
La situation de Schindler était délicate. Pour les soviétiques, un membre du NSDAP, ancien agent de l'Abwehr et propriétaire d'une usine qui avait travaillé, du moins sur le papier, pour l'effort de guerre allemand, pouvait être traité comme criminel de guerre. En même temps, il ne pouvait pas retourner dans sa région natale. Dans la Tchécoslovaquie de l'après-guerre, les Allemands des Sudètes étaient expulsés systématiquement et les collaborateurs du Reich faisaient face à des procès. Dans la nuit du 8 au 9 mai 1945, après avoir pris congé de ses ouvriers, Schindler et Emily quittèrent Brunlitz en voiture, accompagnés de quelques aides, et fuirent vers l'ouest, tentant de rejoindre la zone d'occupation américaine. Le 9 mai, quelques heures après leur départ, des unités soviétiques entrèrent dans le camp et déclarèrent les prisonniers libres. Avant son départ, les Juifs de Brunlitz lui remirent 2 objets qui allaient devenir fondamentaux pour sa vie ultérieure. Une bague en or, fondue à partir des bijoux de certains prisonniers, et une déclaration écrite, signée par des représentants du groupe, qui détaillait les actions de Schindler pour les sauver. Pots de vin, amélioration des rations, accueil de transport supplémentaire, protection face aux SS. Ce document, accompagné de lettres individuelles et de témoignages sous serment rédigés dans les années suivantes, devint une preuve centrale lors des procès de dénazification et dans les démarches auprès des organisations juives et des autorités allemandes. Il démontrait, avec des noms et des dates, que l'ancien industriel nazi avait dépensé sa fortune et risqué sa liberté pour maintenir en vie des centaines de personnes. Après la guerre, les Schindler ne purent retourner ni à Zwickau ni à Brunlitz. Ils s'installèrent d'abord dans la zone d'occupation américaine, à Ratisbonne, où ils vécurent plusieurs années dans des conditions modestes. Schindler présenta des réclamations auprès de l'American Jewish Joint Distribution Committee et des autorités allemandes, affirmant avoir dépensé environ 2,6 millions de Reichsmarks en pots de vin, nourriture et médicaments pour ses ouvriers. Certaines de ces demandes furent partiellement acceptées, mais il ne reçut jamais une compensation proche de ce qu'il disait avoir investi. De nombreux survivants appuyèrent ces requêtes par des lettres et des déclarations décrivant comment les rations supplémentaires, les médicaments et les manœuvres administratives leur avaient sauvé la vie. En 1949, Oscar et Emily émigrèrent en Argentine avec un petit groupe de Schindler-Juden qui cherchaient également à recommencer en Amérique du Sud. Ils s'installèrent dans une ferme près de Buenos Aires et tentèrent de se consacrer à l'élevage de poulets et de bétail. Le projet échoua. Schindler n'avait pas d'expérience agricole. Les crédits étaient rares et sa tendance à dépenser plus que de raison réapparut dans un contexte économique instable. Au milieu des années 50, endetté et harcelé par les créanciers, la ferme fit faillite. En 1957, Schindler quitta l'Argentine et retourna seul en Allemagne de l'Ouest. Emily resta en Amérique du Sud. Le couple ne divorça jamais formellement, mais leur vie commune avait pris fin. En Allemagne, Oscar tenta plusieurs affaires, dont la création d'une cimenterie sans succès. Il vécut dans différentes villes, logea dans des pensions bon marché et eut fréquemment recours à l'alcool, maintenant le schéma de dépendance qui l'accompagnait depuis sa jeunesse. Ses revenus provenaient en partie de petites aides du gouvernement allemand et en grande partie de contributions directes des survivants, des Schindler-Juden établis en Israël, aux États-Unis, en Australie ou en Argentine, organisaient des collectes et lui envoyaient de l'argent pour le loyer, les médicaments ou les vêtements. Les lettres de ces hommes et femmes ne couvraient pas seulement des dépenses urgentes. Elles réitéraient les faits consignés dès 1945, l'amélioration des rations à Emalia et Brunlitz, l'accueil de transports de malades auxquels on avait donné refuge, les manœuvres avec les listes de travail qui avaient évité des déportations. Ces missives, conservées dans des archives et des collections privées, documentent la relation soutenue entre Schindler et les survivants et montrent que sa réputation de sauveur ne fut pas une construction tardive, mais quelque chose que ses contemporains percevaient et défendaient déjà dans les années d'après-guerre. Au début des années 60, l'histoire de Schindler commença à acquérir une visibilité publique au-delà du cercle des survivants. En Israël, certains Schindler-Juden promurent sa reconnaissance officielle par Yad Vashem, dans un contexte où l'institution définissait encore les critères pour le titre de « juste parmi les nations ». La proposition suscita un débat. On évaluait le nombre de vies sauvées et les risques assumés,
Mais on soulignait aussi ses premières années comme espion de l'Abwehr et industriel ayant profité du travail esclave. Malgré les objections, Schindler fut invité en Israël en 1962. Le 8 mai, il planta un arbre sur l'avenue des Justes, au Mont du Souvenir, lors d'une cérémonie qui fit de lui une figure publique pour de nombreux Israéliens. Dans les décennies suivantes, sa situation économique ne s'améliora pas. Il continua à vivre entre petites pensions et aides privées, tandis que sa santé se détériorait à cause de problèmes cardiaques et de la consommation d'alcool. Il fit plusieurs voyages en Israël, où il logeait chez d'anciens ouvriers et était reçu comme invité d'honneur lors de réunions avec des Schindler-Juden et leurs familles. En 1974, il subit un effondrement et mourut le 9 octobre dans un hôpital de Hildesheim, en Allemagne de l'Ouest, à l'âge de 66 ans. Conformément aux souhaits exprimés par de nombreux survivants et à sa propre volonté, il fut enterré à Jérusalem, dans le cimetière catholique du Mont Sion, devenant le seul ancien membre du NSDAP dont les restes reposent là. La reconnaissance formelle d'Oskar et Emily Schindler, comme juste parmi les nations par Yad Vashem, eut lieu en 1993, des années après sa mort, dans un contexte où le programme d'hommage aux sauveteurs non-juifs était déjà pleinement institutionnalisé. À ce moment-là, la publication du roman de Thomas Keneally en 1982 et la sortie d'une grande production cinématographique au début des années 90 avaient diffusé son histoire dans le monde entier, bien qu'avec des licences narratives simplifiant certains aspects et omettant des zones grises de sa biographie. L'historiographie postérieure a tenté d'équilibrer mythe et réalité. Des biographies détaillées, comme celle de David Crowe, soulignent que Schindler fut, avant de devenir sauveur, un espion au service du Reich et un industriel qui profita de la main-d'œuvre esclave, avec un passé de dette, d'alcoolisme et de comportements opportunistes. En même temps, ces études reconnaissent qu'à partir de 1942 à 1943, il utilisa systématiquement sa position, son argent et son habileté à évoluer dans des milieux corrompus pour maintenir en vie plus de 1000 juifs, dans un environnement où la majorité des industriels similaires collaborèrent sans résistance avec la machine génocidaire. Le débat ne porte pas tant sur le fait qu'il sauva des vies, car c'est un fait bien documenté, mais sur la manière d'interpréter sa trajectoire, celle d'un opportuniste qui changea de rôle en fonction des circonstances, ou celle d'une exception morale dans un système qui transformait presque tous en complices. Au-delà de ces discussions, demeurent deux faits vérifiables. Les témoignages directs des Schindler-Juden sur les décisions concrètes qui marquèrent leur survie et la tombe d'Oskar Schindler au Mont Sion, couverte jusqu'à aujourd'hui de petites pierres laissées par des visiteurs qui passent devant son nom en allemand, et le nombre des Juifs qu'il réussit à préserver en vie.